Mes amis, bonsoir à toutes et à tous. Ça n'est pas parce qu'il est le local de l'étape, mais parce que, en réalité, sa modestie est assez proportionnelle à son talent. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois le chef d'orchestre de cette campagne, le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. Soyez remerciés, vous toutes et tous. D'abord, bien sûr, les militantes, les militants qui ont participé, comme à chaque étape de ce chemin qui nous amène au premier tour du scrutin, à l'organisation de cette réunion publique, mais vous aussi qui avez fait le choix, en cette fin de semaine, de consacrer de votre temps à moins de 2 mois de l'échéance, à venir écouter des oratrices, des orateurs politiques et à faire avec nous la démonstration de force que nous faisons ce soir à Toulouse. Manu l'a dit, 60 jours, c'est même précisément 58 jours. Et à mesure que nous avançons, chaque semaine se multiplient les initiatives comme celle de ce soir, ces réunions publiques qui complètent les excellents meetings que nous réalisons avec notre candidat. Vous voyez déjà que depuis le mois de janvier, ça déborde au point que souvent les salles ne suffisent pas, qu'il faut en ouvrir une deuxième et pourquoi pas même aller jusque dans la rue, parler avec les gens qui n'ont pas pu rentrer. Et il n'y a aucune campagne présidentielle aujourd'hui qui réalise des meetings de l'ampleur de celui que nous faisons ce soir, hors la présence du candidat. Alors soyez remerciés parce que ce soir encore, c'est une très forte démonstration. J'ai fait applaudir le local de l'étape Manuel Bompard, notre directeur de campagne, mais il l'a dit, nous sommes au lendemain d'un moment que nous jugeons pour notre part tous les trois, et nous ne sommes pas les seuls, comme étant un tournant dans cette campagne. Je crois que nous pouvons dire que la prestation de Jean-Luc Mélenchon hier soir dans l'émission de France 2 a été exceptionnelle et que c'est un honneur de ferrailler comme nous le faisons pour un candidat qui a ce talent, qui a la force d'un programme et d'une équipe à ses côtés qui fait la démonstration de sa capacité à gouverner. Capacité à gouverner d'ailleurs qui ne nous est pas niée par le contradicteur de la soirée, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a été pris en flagrant délit de montrer le programme de la France Insoumise, d'inviter les téléspectateurs à le lire et de dire que oui, Jean-Luc Mélenchon doit être pris au sérieux car il a l'intention et il est prêt à gouverner, n'en déplaise parfois à certains ou même certaines comme Madame Hidalgo. Oui, nous ne faisons que ça. Notre objectif est clair. Dans 58 jours, nous voulons en finir non seulement avec le mandat d'Emmanuel Macron et toute la souffrance qu'il inflige au peuple français, mais nous aspirons à gouverner ce pays pour changer la vie et rien d'autre que cela. Manuel a eu raison de vous rappeler que les sondages de 2017 à la même période nous donnaient dans le même étiage. Et je veux poursuivre son raisonnement en vous disant que non seulement il a raison de vous dire que nous sommes au même niveau dans les sondages qu'en 2017, mais moi je suis persuadé que les ingrédients qui nous ont permis en 2017 de passer à partir de la fin du mois de mars, vers le 21 mars je crois, jusqu'au mois d'avril, en seulement 4 semaines, de 10-11% dans les sondages à près de 20%, ces ingrédients sont toujours réunis à cette heure et tout indique que nous pouvons reproduire la même opération et peut-être même, pourquoi pas, faire mieux. Le premier ingrédient, c'est l'apparition dans le paysage d'un vote efficace, d'un vote qui permet véritablement de se qualifier au second tour, qui permet aux femmes et aux hommes trop souvent atteints par la désespérance que certains moulinent à longueur de représentation médiatique, le fait que quand vous êtes de gauche, quand vous voulez que ça change pour de bon, il y a aujourd'hui dans ce paysage une candidature, une seule, qui fait qu'à 58 jours, on n'a plus trop le temps de tortiller pour savoir que faire. C'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est le vote efficace qui permet de se qualifier au second tour. Et le deuxième ingrédient, bien sûr,
c'est l'accroissement de la participation populaire qui scelle notre sort. Et Manu vous a bien expliqué comment nous avions l'intention de nous y prendre pendant ces 58 jours. Nous voulons gagner pour changer la vie. Et le programme L'Avenir en commun, c'est plus, vous le savez, de 600 mesures. Et un long meeting et même toute une série ne suffirait pas à en faire le tour. Mais parmi les objectifs que nous avons et que nous avons mis au cœur de cette campagne et que d'aucuns voudraient écarter en saturant l'espace médiatique de débats ineptes autant qu'abjects sur l'immigration, la religion, qui sont servis comme des obsessions. Non pas que nous ne voulons pas traiter de certains de ces sujets, mais avec raison. Mais nous savons qu'à cette heure, toutes les enquêtes d'opinion montrent une chose. La priorité absolue des Français, c'est leurs revenus, c'est le pouvoir d'achat, c'est la santé, c'est la question sociale que nous mettons au cœur de cette campagne et qui fait que Jean-Luc Mélenchon a cette ambition d'éradiquer la pauvreté, de relancer l'emploi. Car depuis le début de ce quinquennat, où vous nous avez vus dans l'opposition, on a eu toutes sortes de lois d'urgence. L'état d'urgence d'abord, et les dispositions exceptionnelles traduites et pérennisées dans la loi, l'état d'urgence sanitaire. Mais nous sommes les partisans et les tenants d'une grande loi d'urgence sociale, parce que c'est bien ce dont la France a besoin. La France a besoin d'une grande loi d'urgence sociale, car à l'heure où le gouvernement pétarade de sa propagande sur le retour de la croissance magnifique et de l'emploi, j'y viendrai, à l'heure où le gouvernement trompette de cette propagande, la réalité crue de notre pays, nous la connaissons. La France d'Emmanuel Macron est un pays dans lequel 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 8 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire, 12 millions subissent les conséquences de la précarité énergétique. Et autant dire que cet état de fait ne tombe pas du ciel, mais bien des politiques qui ont été menées depuis 5 ans, qui produisent d'un côté ce résultat d'un accroissement et d'une aggravation de la pauvreté, mais de l'autre, de cette foire aux dividendes absolument terrible que nous voyons, indécente, qui fait qu'en pleine crise sanitaire, alors que la grande majorité du peuple français a dû se serrer la ceinture, a connu des difficultés, à cette heure encore, subit cette phobie de la boîte aux lettres, ce moment où on l'ouvre avec la trouille de devoir payer des factures qu'on ne pourra pas honorer, le fait que dès le 10 du mois, certains ne parviennent pas à boucler leur budget, se posent la question de savoir comment remplir leur frigo, comment offrir des loisirs à leurs gosses. Voilà la France que nous avons sous les yeux. Mais, comme vous le savez, Victor Hugo disait que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. On pourrait prendre toutes sortes de métaphores. Moi, j'aime beaucoup Astérix et Obélix et on y apprend que si quelqu'un bouffe tout le gâteau, si quelques-uns bouffent tout le gâteau, il ne reste que les miettes pour les autres. Et c'est bien ce qui se produit. Rappelez-vous toujours qu'au début de ce mandat, on nous a fait le reproche d'avoir collé un peu trop vite sur le front d'Emmanuel Macron l'étiquette de président des riches. « Oh, vous êtes excessif. Vous dites ça parce que cet homme vient de la finance, qu'il a travaillé dans la banque, alors vous avez des a priori. Mais désormais, et même s'il ne veut pas descendre dans l'arène pour défendre son bilan, eh bien ce bilan il existe. Et c'est bien le bilan d'un président des riches qui aura mené une politique fiscale, une politique de dépenses publiques seulement en la faveur des plus riches et des plus grandes entreprises au détriment de tous les autres. Et c'est lui qui a créé l'écosystème qui permet, en cette année 2022, de voir que le bilan de l'année qui vient de se terminer, en plein cœur de la crise sanitaire, c'est une gabegie incroyable, avec les profits du CAC 40 qui atteignent des records jamais entendus. Alors bien sûr, je sais, ce n'est pas très original de voir se succéder à la tribune des oratrices et orateurs de gauche qui viennent vous dire que les profits sont trop nombreux, que les dividendes versés aux actionnaires sont indécents. C'est très coutumier. Mais ce que nous avons sous les yeux, ce sont des records jamais atteints. 137 milliards de profits réalisés par les multinationales du CAC 40. 70 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Et certaines entreprises qui, dans la période, alors que les Français
ont du mal avec le carburant à la pompe se sont gavés comme jamais. Total réalise un résultat net de 15 milliards. C'est le bénéfice le plus imposant jamais réalisé de toute l'histoire des entreprises françaises. Alors, il vous propose quelques cailloux pour montrer qu'ils prennent en considération vos difficultés. Et M. Castex lui-même d'avoir proposé un chèque énergie. Mais nous savons ce qu'il faut faire. Les mettre véritablement à contribution, car comme nous l'avons calculé, si nous avions pris simplement 10% des super profits accumulés par les entreprises de l'énergie, il y aurait de quoi verser 300 € à chaque foyer français. Voilà à quel point ils se sont gavés et voilà pourquoi il faut partager. Alors hier, M. Roux de Bézieux, face aux arguments de Jean-Luc Mélenchon qui lui expliquait à quel point ça n'est pas possible d'avoir tant de souffrances humaines dans ce pays à côté d'une telle gabegie de dividendes, a répondu « Oui, mais M. Mélenchon, vous comprenez, il nous faut du capital pour investir. » Mais la réalité, et vous le savez comme moi, mes amis, c'est que le capitalisme que nous avons sous les yeux non seulement crée les crises, s'en nourrit, mais ne se soucie pas du lendemain. Ils n'investissent pas, ou ils investissent bien trop peu. Alternative économique vient de sortir ces chiffres qui indiquent qu'ils se versent 1,5 fois plus de dividendes qu'ils n'investissent. Ils ne sont pas soucieux du lendemain. Ils se soucient simplement de ce qu'ils vont se mettre dans les poches à l'instant T. Voilà ce que nous dénonçons. Et ce mouvement s'est accentué ces 10 dernières années. Il y a ces 3 chiffres qui permettent de bien résumer le tableau à l'occasion des discussions que vous aurez dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'ici à l'échéance. En 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%. Et dans la même temporalité, les salaires, eux, ont augmenté en moyenne seulement de 10%. Et l'investissement productif, lui, dont nous aurons tant besoin pour faire tout ce que nous avons à faire et relever tous les défis qui nous font face, au premier desquels la bifurcation écologique dont Manu a commencé à parler et que Mathilde développera tout à l'heure. Eh bien, il nous faudrait en effet cet investissement productif et ça n'est pas ce qu'ils font. Ils se contentent de s'en mettre plein les poches. Eh bien, le gouvernement qui travaillera sous la présidence de Jean-Luc Mélenchon sera un gouvernement qui posera comme premier acte de siffler la fin de la récréation pour celles et ceux qui se gavent quand tant de nos concitoyens souffrent. Les milliardaires se sont dans le monde enrichis davantage en 19 mois de crise sanitaire qu'ils ne s'étaient enrichis en 10 ans. Voilà ce que nous dit l'ONG Oxfam. Et la France n'est pas en reste, puisque aujourd'hui, dans la France d'Emmanuel Macron, celle-là même où les 500 familles les plus riches possédaient 570 milliards de patrimoine à L500 quand il est arrivé au pouvoir, et en possède le double aujourd'hui en vertu de sa politique fiscale, c'est une France dans laquelle 5 personnes, 5 milliardaires, possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre, 27 millions de personnes. Alors oui, le partage des richesses et la capacité à financer des mesures de progrès social, eh bien, c'est facile à faire, il suffit de partager et bien inspirer celles et ceux qui viendraient nous dire que ce pays n'a pas assez d'argent, que ces mesures sont infinançables. Vous le verrez bientôt, nous allons leur refaire, vous savez, la grande opération du chiffrage du programme. Je sais que Clémence, Adrien y travaillent. Nous allons refaire cette opération pour montrer que nous n'avons aucune difficulté à financer toutes les mesures que je m'apprête à vous détailler pour la simple et bonne raison que ce qu'il suffit de faire pour ça, c'est d'assumer ce qu'ils refusent de faire, partager. Alors, partager, ça commence par récupérer notre dû sur ces super profits engrangés pendant la crise. Et c'est Mathilde qui a, en notre nom à l'Assemblée, porté cette proposition de loi pour taxer ce que nous avons appelé les profiteurs de crise. Il s'agissait de faire la chose suivante. On regarde le niveau des profits qui ont été accumulés pendant la crise sanitaire et on compare aux profits réalisés à N-1 avant la crise. Par conséquent, vous conviendrez avec moi que si l'on constate un surplus de profits dans la période de crise, c'est que comme beaucoup d'entreprises, ils en ont profité. Faut-il rappeler à cette heure que les 3 principaux laboratoires, Pfizer, Moderna et BioNTech,
réalise 65 000 $ de profit en l'espace d'1 minute. Et la proposition qu'a portée Mathilde en notre nom concernait les très grandes entreprises, celles qui réalisent des chiffres d'affaires supérieurs à 750 millions d'euros. Mais il s'agissait de dire, eh bien, la part de super profit supplémentaire que vous avez réalisée pendant la crise, comparée à l'année précédente, eh bien, on en prend la moitié pour redistribuer. Voilà une mesure de justice. Alors, parmi les mesures que porte ce programme L'Avenir en commun pour partager les richesses et récupérer notre dû, il y a d'abord séance tenante et le plus tôt possible, parce qu'ils nous ont raconté qu'ils le supprimaient pour favoriser l'emploi et l'investissement, et ça n'a absolument pas provoqué cela. Ça a juste permis d'accumuler dans les poches des 0,1% les plus riches, qui d'ailleurs ne partaient pas pour des raisons fiscales. C'est bien sûr le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est également l'instauration d'un système fiscal qui passerait des 5 tranches actuelles à 14 tranches, pour simplement mieux répartir l'effort entre tous. Vous savez que si certains des plus riches, comme par exemple celui qui est en haut de la pyramide, vous connaissez M. Bernard Arnault, c'est ce monsieur qui gagne en l'espace de 6 secondes ce qu'un travailleur au SMIC gagnera en toute une vie de labeur, et qui se permet de dire « mais moi je paye déjà beaucoup d'impôts ». Mais oui, vous en payez beaucoup en montant, mais en proportion de ce que vous gagnez, vous payez moins d'impôts que la classe moyenne de ce pays. Les plus riches payent le moins en proportion de leurs revenus. Alors, instaurer un système fiscal à 14 tranches, ça permet aussi cet effet. Si vous avez besoin de l'expliquer et de le faire comprendre à celles et ceux qui croient que l'arrivée de Mélenchon au pouvoir, ce serait difficile pour les impôts de tout le monde et que les impôts de tout le monde vont augmenter, eh bien non. Avec le simulateur fiscal, on sait maintenant que le système à 14 tranches d'impôts que l'on propose produit cet effet que tous les contribuables qui gagnent moins de 4 000 € paieront moins d'impôts. Voilà ce que nous allons faire. Parce qu'on va mieux répartir l'effort, parce qu'on va partager. Et à celles et ceux qui vous diraient que le risque, c'est que les riches s'en aillent, comme nous le disait M. Macron pour l'ISF, alors que seuls 0,2% des assujettis à l'ISF partaient, eh bien, vous pouvez leur dire que nous instaurons aussi l'impôt universel, qui fait que partout où ils iraient, ils paieront la différence entre ce qu'ils auraient dû payer en France et ce qu'ils payent là où ils sont arrivés. Et il ne s'agit pas ni de pénaliser ou de confisquer, mais de faire en sorte que chacun participe à l'effort collectif pour financer nos services publics, la santé, reconstruire l'hôpital, l'éducation qui est mise à mal. Voilà ce que nous avons à faire avec cet argent qu'il s'agit de récupérer. Et c'est pourquoi, et même si je ne suis pas exhaustif, toutes ces mesures qui nous permettront de récupérer des marges de manœuvre budgétaires vont nous permettre de revaloriser véritablement les salaires en portant le plus tôt possible par décret le SMIC à 1 400 € net pour véritablement revaloriser le travail. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en emploi à cette heure, vous le savez, notre priorité c'est d'éradiquer la pauvreté et de porter les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté, de sorte qu'aucune femme, aucun homme, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, n'ait à subir ce traitement qui consiste à vivre sous le seuil de pauvreté. Après une vie de travail, c'est tout autant. Il faut faire en sorte, pour une carrière complète, qu'aucune retraite ne soit inférieure au SMIC. Voilà aussi une mesure que nous allons porter pour revaloriser les petites retraites. Bien sûr, tout cela s'accompagne de l'extension de la gratuité dans un certain nombre de domaines. Et à l'heure où l'on voit combien la question du pouvoir d'achat est centrale et combien une nouvelle fois certains s'acharnent à essayer de faire dire autre chose à celles et ceux qui, à cette heure, et il faut les saluer, se mobilisent d'abord pour leur pouvoir d'achat dans les convois de la liberté. Oui, le blocage des prix est une nécessité face à cette situation exceptionnelle et à l'inflation qu'on nous promet encore pour 2022. Alors, mes amis, bien sûr, il y a les mesures de partage des richesses, j'en ai parlé,
Mais ce qu'a commencé à expliciter hier Jean-Luc Mélenchon sur le plateau de France 2 et qui fera l'objet de la publication d'un nouveau livret qui vienne compléter le programme L'Avenir en commun, c'est la question du plein emploi. Vous le savez, dans notre Constitution, l'emploi est un droit. Par conséquent, le rôle des femmes et des hommes qui gouvernent, c'est de créer les conditions de rendre ce droit effectif. Et bien évidemment, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors bien sûr, Madame Borne court les plateaux télé depuis quelques semaines pour expliquer que le chômage n'a jamais été aussi bas. Et qui serions-nous pour faire autre chose que de nous réjouir d'un chômage qui serait bas? Sauf que nous regardons les choses dans le détail et que nous voyons que ce qui permet à Madame Borne de dire que le chômage est au plus bas, c'est d'abord et avant tout le développement non seulement des emplois subventionnés, c'est quand même assez fameux pour un gouvernement qui a supprimé les contrats aidés, de l'apprentissage, mais aussi et surtout du développement de la précarité de l'emploi. Vous savez que près de 80% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats parfois de moins d'un mois, de moins d'une semaine, même parfois de moins d'un jour. Eh bien, plutôt que cette politique macroniste qui, depuis le début de ce quinquennat, consiste simplement à affaiblir les droits des travailleurs pour prétendument faire revenir la flexibilité, d'une part, ou à venir taper injustement les chômeurs au portefeuille avec la réforme de l'assurance chômage, ce qui ne produit absolument aucun effet sur le chômage, car il n'y a pas de corrélation entre le niveau de son indemnisation et le niveau du chômage lui-même. Jean-Luc Mélenchon, dans le programme L'Avenir en commun, porte les solutions qui font de lui le candidat du retour au plein emploi, par des mesures d'abord qui ont prouvé leur efficacité. Reprendre le mouvement de diminution du temps de travail qui a été interrompu. L'autre jour, je devais expliquer ceci à la radio. Je disais, M. Macron, quand il a fait son grand spectacle France 2030, s'est permis de faire au moins 2 affirmations honteuses autant que fausses. La première, c'est de dire que la France ne serait pas assez attractive pour le capital. Il a oublié que nous étions champions du monde des dividendes versés aux actionnaires. La deuxième, c'est d'avoir osé, dans un moment difficile, regarder les Français en face en leur disant qu'ils ne travaillaient pas assez, qu'ils n'étaient pas assez productifs, alors que les Français travaillent beaucoup et qu'ils sont même en moyenne plus productifs que leurs voisins européens. 15 points de productivité en plus que le voisin allemand qui est souvent pris en exemple. Par conséquent, toutes celles et ceux qui vous demandent de consentir des efforts sur le temps de travail et tout le reste refusent de partager la valeur produite. Si la productivité a beaucoup augmenté ces dernières années, mais que vos salaires n'ont pas augmenté et que le temps de travail ne diminue plus, c'est bien que le surplus de ce que l'on produit va quelque part. Et c'est ainsi que vous découvrez que quand un salarié dans les années 80 travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires, c'est plus d'une 50aine de jours aujourd'hui, provoquant les résultats que l'on connaît, par exemple, en ce début d'année 2022. Donc, partager le temps de travail est une nécessité. Nous voulons faire en sorte que s'appliquent réellement les 35 heures et reprendre immédiatement les discussions pour aller vers les 32 heures. Parce que ça crée de l'emploi. Et de la même manière, songez à depuis combien de temps les travailleurs français n'ont pas obtenu une semaine de congés payés supplémentaires, alors que depuis les années 80, la productivité a beaucoup augmenté. C'est pour cette raison que notre programme porte aussi la 6e semaine de congés payés. Et évidemment, et à l'heure où tant d'autres y renoncent, le retour, comme le souhaitent 71% des Français dans un sondage qui est paru il y a quelques jours, de la retraite à 60 ans. La diminution du temps de travail est une solution pour créer de l'emploi et ça ne suffira pas, mais Mathilde va vous parler après de planification écologique. Et vous savez comme moi que quand on regarde un programme comme l'Avenir en commun, on ne se pose pas la question de savoir, comme certains l'ont fait, y compris dans la précédente campagne présidentielle, si le travail va manquer et qu'il faudra instaurer un revenu universel. Nous n'en sommes pas partisans. Nous sommes pour que les minima sociaux soient au niveau du seuil de pauvreté pour que personne n'ait à vivre sous ces 1 063 € aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que Bernard Arnault bénéficie d'un revenu universel qui serait donné indépendamment à tout le monde
des très riches jusqu'aux très pauvres. Nous croyons que la majorité de la population aspire à vivre dignement de son travail. Et nous savons que réaliser un programme comme l'Avenir en commun, on ne va pas manquer de travail. Par contre, on va avoir besoin de se retrousser les manches, de former rapidement des femmes, des hommes, pour faire la transition agricole, pour faire la bifurcation énergétique, pour rénover le bâti et en finir avec la précarité énergétique. Tout ça va créer énormément d'emplois. Et en dernier ressort, et c'est une mesure qui trop souvent passe sous les radars, mais en dernier ressort, pour faire véritablement de l'emploi un droit effectif, nous allons instaurer cette garantie d'emploi qui permet que tout chômeur de longue durée qui ne se verrait pas proposer d'emploi dans le marché se voit en dernier ressort proposer par l'État un emploi qui corresponde à ses qualifications dans son bassin d'emploi et à des missions que le marché n'accomplit pas et que nous avons besoin d'accomplir. C'en est fini du monopole du marché pour décider de ce qui est utile ou de ce qui ne l'est pas. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir sur la question sociale et ce que nous avons à faire dès le mois d'avril. Alors, pour terminer, bien sûr, Manu l'a dit, 60 jours, 58 jours même avant le premier tour, mais seulement 20 avant la clôture de l'inscription sur les listes électorales. Et c'est le plus important. Il faut faire en sorte, dans ces 20 jours, de mener campagne tambour battant pour inscrire un maximum de ces 11 millions de personnes qui, dans notre pays, ne sont pas ou mal inscrites sur les listes. Et avoir l'occasion aussi, dans nos échanges, dans les porte-à-porte que nous réalisons, de débusquer la diversion des différentes nuances d'extrême droite dans ce pays, qui tiennent un rôle particulier. Vous avez peut-être regardé l'émission de M. Zemmour cette semaine sur BFM et découvert, comme beaucoup, que dès lors que vous retirez du discours de Mme Le Pen ou de M. Zemmour les obsessions sur l'immigration, sur les religions et tout le reste, il vous reste un programme franchement macroniste. L'autre jour, un camarade en porte-à-porte me dit « Adrien, j'ai réussi en une phrase à convaincre un électeur de Zemmour de ne pas voter pour lui. » Je dis « Ah bon, comment t'as fait? Ça m'intéresse. » Il me dit « Je suis arrivé, j'ai toqué à la porte, je me suis présenté. Bonjour Malik, militant de la France Insoumise. Je viens vous parler de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. »« Ah non, 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 moi de toute façon, je vous écoute pas vous, mon choix est déjà fait. Je vais voter pour M. Zemmour. »« Ah bon? Vous avez envie de travailler plus longtemps ?» Je dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?»« Bah, vous savez, M. Zemmour, dans son programme, il n'y a pas que la question de l'immigration, sa détestation des Arabes, son changement des prénoms et tout ce qu'il raconte. Il y a aussi le fait que, comme M. Macron, il a l'intention de vous faire travailler plus longtemps. Il n'a pas l'intention de partager les richesses. Il fait en sorte de vous dire on va baisser les cotisations sur votre feuille de paye pour que derrière vous alliez vous payer des assurances privées. Et Mme Le Pen, qui en cette période apparaît comme la modérée de service, vient de renoncer à la retraite à 60 ans. Eh bien nous ne renonçons pas à cela. Ces gens-là font diversion, ce sont les autres candidats de l'oligarchie, les autres candidats des riches qui visent à diviser le peuple pour l'éloigner de ses intérêts communs. Mes amis, je vous le dis, nous ne sommes pas là pour faire un tour de piste. Oui, nous voulons gouverner ce pays et oui, nous sommes plus près que jamais d'y arriver. La victoire est à la portée de nos efforts. 58 jours avant le premier tour, 20 jours pour inscrire les gens sur les listes électorales. Eh bien, je crois que ce soir, une nouvelle fois, nous faisons la démonstration de notre capacité à nous mobiliser. Il faut encore que d'autres viennent au renfort dans ces prochains jours. Et vous allez voir qu'à la fin, j'en suis sûr, on va y arriver.